énorme augmentation ces dernières 20 ans, à voir si ça peut se poursuivre, vu qu'il y a quand même en ce moment un peu d'incertitude, mais les fondamentaux, ils sont encore les mêmes en fait. On a plus de personnes qui souhaitent acquérir, en plus on a les coûts de construction qui augmentent. Si on analyse vraiment les fondamentaux, on a moins de terrain disponible, on a moins de terrain, on a plus de monde. Exactement. Voilà. Donc moi je vois pas forcément de plafond. Exact. Après voilà, il faut que ça coïncide aussi avec ce que les gens peuvent ou non acheter. C'est peut-être là justement des solutions comme du DDP peuvent être intéressantes. Ouais. Mais c'est difficile de répondre à cette question, est-ce qu'il y a un plafond ou pas, mais en tout cas pour le moment on voit que l'augmentation a diminué quand même. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Je me posais la question du financement, d'ailleurs on peut en parler comment ça fonctionne exactement pour le DDP, mais moi j'avais appelé des banques pour le viager, pour poser des questions sur le viager, mais quand je vois la galère pour avoir des réponses, c'est oui. On n'a jamais fait ça, mais il y a un gars qui est un peu spécialisé, il est pas là aujourd'hui, mais il va te rappeler. Le gars il me rappelle, il me dit franchement j'ai jamais vu ça, on n'a jamais trop fait, donc je pense que c'est un peu comme une résidence principale normale, mais il faut qu'on valide le prix. Mais je me suis dit ou alors il faut que la cédule elle passe avant l'usufruit, premier rang, ensuite usufruit après la cédule, donc évidemment ce qui est pas du tout juste pour donc assez compliqué, mais pour le DDP c'est plus simple. Ouais, après c'est quand même mon travail éducatif et c'est des banques avec qui on travaille assez régulièrement et qui sont familiarisées avec le concept. Peut-être si on demande une banque qui n'a pas trop l'habitude de faire, il y a pas mal de travail explicatif à faire, dont aussi l'intérêt de travailler avec une banque partenaire qui se sont confortables avec ça. Bon, après l'insécurité du viager est immense. Ouais. Je veux dire, dans le DDP, là, vu qu'on a quand même tout fixé, je veux dire, il n'y a pas vraiment de zone grise d'inconnu. Ouais. Je veux dire, donc, alors que le viager, finalement, combien de temps la personne va être là, enfin, c'est différent quand même, mais je comprends ta question, mais c'est vrai que là, les banques au niveau des DDP sont quand même beaucoup plus à l'aise qu'avec du viager. Ouais, c'est clair, c'est beaucoup plus simple les critères. Mais du coup, point de vue financement, rapidement, comment ça fonctionne exactement pour la banque ? Alors, pour la banque, la seule différence peut-être avec la pleine propriété, c'est que la rente du droit de superficie, elle est considérée comme une charge, et du coup la tenure des charges est vraiment calculée sur le montant effectif payé pour le droit de superficie et pas sur base d'un taux hypothécaire théorique des 5%. C'est pour ça aussi que le revenu net nécessaire il est plus faible, parce que les charges théoriques calculées par la banque sont plus faibles. Ok, mais bon, il y a quand même le taux des 5% sur la dette qu'il aura sur la partie appartement. Exactement. C'est plus faible, ok, d'accord. Oui, ça fait une différence importante, ok. Ouais. Niveau amortissement, là, ils avaient besoin il y avait une banque qui demandait qu'on amortisse 3 ans avant l'échéance, mais bon, comme c'est 100 ans, ça fait peu de différence pour finir. Et une autre banque qui acceptait de garder les 65% in fine et qui avait besoin un peu de moins d'amortissement, mais vraiment du coup comme une propriété classique. Okay, tout à fait. Ouais, alors je pense que ce qui change avec le DDP vraiment, c'est quand on fait un DDP sur 30 ans ou 50 ans, quoi. Là c'est un autre calcul. Là. Exact. Ouais, nous on se dit 30 ans avant l'échéance, il faut commencer à renégocier ou vraiment trouver ou s'assurer de la suite, en gros, voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est aussi une condition qu'on a mis dans le contrat de droit de superficie, c'est que les propriétaires des appartements se réunissent avec le propriétaire foncier pour discuter de la suite, qu'est-ce qu'on fait après des 30 ans, est-ce qu'on rachète, est-ce qu'on reste propriétaire, et si on reste propriétaire, ça permet aussi de rénover ce qui est nécessaire, en ayant la sécurité qu'après on reste en appartement et qu'on ne fasse pas des travaux pour rien. Donc cette discussion n'aura pas lieu effectivement 2 ans avant la fin du DDP. Oui, c'est quelque chose qui se fera en amont aussi pour permettre une revente qui n'est pas trop compliquée, parce qu'il y a déjà les termes qui sont fixés pour la suite. Oui, tout à fait. Et puis en termes de prise de valeur, du coup on en a parlé avant, normalement l'immeuble devrait prendre de la valeur, mais c'est vrai que moi j'ai toujours été un petit peu partagé avec ça. Parce qu'au final, je me suis toujours dit la vraie valeur patrimoniale de l'immobilier, c'est terrain. C'est terrain qui est là, qui restera là, ad vitam aeternam, qui ne nécessite pas de rénovation, pas d'entretien.
Mais du coup, il n'y aura pas cette inquiétude. On parlait avant de l'Angleterre ensemble. C'est vrai qu'en Angleterre, c'est déjà hyper développé, donc le droit de superficie. J'avais moi-même des clients anglais avec qui j'avais discuté, je leur avais demandé leur avis là-dessus parce que ça commençait à arriver ici. Et puis, ils m'avaient expliqué que pour eux, c'est simple, en Angleterre, c'est une simple taxe foncière, quoi. Donc, pour eux, c'est normal, c'est comme nous, l'impôt foncier en étant propriétaire. Mais ici, c'est pas encore tout à fait ça, en Suisse. Hein. Pas encore, parce que ceux-là qui le pratiquent sont les communes pour l'instant et l'État. Du coup, il n'y a pas autant de projets qui se font parce qu'il n'y a pas de privés qui font ça sous cette forme-là. Et c'est peut-être ça un peu le côté novateur qu'on met en avant, c'est que c'est pas que les communes qui font ça, mais aussi des promoteurs privés ou des institutionnels qui seraient intéressés à acheter ces terrains pour emplacement à long terme. C'est ça qui est un peu différent dans ce concept-là. Ouais, ok. En termes de développement, cette fois, donc, vous, chez Real, vous allez développer le projet ? Oui. Là, vous bossez comment, vous, à ce niveau-là, vous occupez vous prenez une entreprise générale, une entreprise totale qui gère toute la construction ? Alors, ça va dépendre des projets, mais oui, sur ce projet-là, donc, on travaillera avec l'entreprise Villevert, qui est basée à Yverdon, qui donc va s'occuper de la construction en entreprise totale. Okay. Donc c'est vrai que nous on a fait en amont, on avait développé le projet et puis après on a fait un appel à diverses entreprises et puis c'est vrai que Villevert connaît bien la région et puis on leur fait confiance donc, pour la construction. Ok. Et pour le courtage, c'est quoi le gros challenge alors par rapport au courtage traditionnel ? Parce que là ça n'a rien à voir. Hein, alors non, bon alors après je vais t'en parler un petit peu en amont parce que le courtage, vraiment le travail du courtier va avoir lieu à partir de la semaine prochaine et des semaines qui vont venir. Ce qui est... moi j'ai l'impression que ça facilite quand même un petit peu le travail du courtier. Alors c'est vrai que d'un côté on se retrouve face à une communauté qui a quand même beaucoup de points communs. Enfin, je veux dire, la communauté Coca, c'est une grande communauté. Il y a plusieurs types de clients, mais quand même on arrive à leur parler un petit peu de la même façon parce qu'en fait on va diriger notre discours pour toute la communauté de la même façon, alors que quand on vend en traditionnel, avec chaque client, on va devoir adapter notre discours parce que le client est différent, cherche peut-être autre chose. Donc je trouve que ça facilite un petit peu les outils de communication et comment on communique. Après, par contre, c'est vrai que là, on est sur du DDP, donc il y a un gros travail quand même d'explication et puis d'éducation. Il faut rassurer le client, il faut lui expliquer ce qu'il en est, il faut être transparent, mais le rassurer quand même quand il a effectivement des questions par rapport au DDP. Maintenant, il y a le travail en amont qui a pris pas mal de temps, mais maintenant, je pense que du moment que je vais pouvoir appeler les personnes qui sont intéressées, j'espère qu'elles auront bien compris avec tout ce qu'il y a eu avant. Mais jusque-là, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a eu cette rencontre lors des soirées qui a été extrêmement appréciée parce qu'en fait, jusque-là, on a personne en face. Et on doit tout répondre justement de nouveau, on répond en ligne, donc c'est difficile des fois de faire des explications totalement complètes sur un forum, sur un chat. Donc c'est peut-être ça qui est compliqué parce qu'en général dans une vente traditionnelle, on a tout de suite la personne au bout du fil, on la rencontre, on va sur le terrain, on peut lui expliquer, alors que là les gens ils ont fait tout ça tout seuls en fait. Donc même aller sur le terrain, sur un terrain vide, sans vague comme ça, et ça je trouve que c'est pas évident. Ah, c'est sûr, ouais. Alors là je sais ce que c'est de répondre aux commentaires sur internet, et c'est compliqué parce que les gens au final ils comprennent pas ce que tu veux dire, ils disent que c'est pas clair ce que tu dis ou alors ils interprètent de la mauvaise façon. Mais c'est ça. Donc c'est assez risqué, surtout dans un domaine comme l'immobilier qui touche directement aux gens de manière assez importante parce qu'on parle vraiment d'un besoin qui est important et puis surtout de prix qui sont élevés, quoi. Donc en tout cas c'est génial de pouvoir faire ça grâce à la communauté de Coca parce que je pense que si on avait dit il y a 10 ans qu'on pouvait vendre directement en expliquant sur une vidéo de Coca et en répondant sur un forum oui ça fonctionne comme ça, on aurait dit que c'était pas possible, mais donc c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que vous êtes content avec le lancement du projet là maintenant, où est-ce que vous en êtes, il vous reste plus d'appartements, il y a tout qui a été réservé? Alors oui, on est content de la première phase effectivement de commercialisation. Chaque appartement a plusieurs acquéreurs intéressés, potentiels acquéreurs. Donc c'est vrai qu'on n'a pas d'appartement avec zéro intérêt.
Donc on est plutôt très content des premiers résultats. Mais après voilà, on n'a pas encore signé, on n'a pas encore vendu quoi que ce soit, donc, mais je pense que normalement voilà, ça se présente bien. Ok, ça sera confirmé dans les semaines qui arrivent. Exact. Normalement maintenant ça va aller très vite, et en fait c'est ça qu'offre aussi cette plateforme, c'est que finalement en tant que promoteur, on a en général dans un plan financier, on a les frais de courtage, mais aussi les frais de commercialisation. Donc Coca va pas forcément remplacer le courtier, même s'il va lui donner un sacré coup de pouce dans tout ce qui est prospection, recherche de clients. Après par contre tout le process d'accompagnement du client, etc., d'aller chez notaire, ça c'est le courtier qui doit le faire. Par contre tout ce qui est frais de commercialisation, qu'on peut dire voilà, on va faire une action, on va faire des portes ouvertes, on va faire une campagne de pub, je sais pas, sur des bus, dans des gares, enfin sur les réseaux, sur les portails immobiliers, en fait ça en coupe complètement, et puis on donne toute cette commercialisation à Coca. Ouais. Et toi ça te libère du temps pour te concentrer vraiment sur les gens. Ouais. Ça libère du temps, et puis ça permet peut-être d'avoir moins de... chez Réal on est une toute petite équipe, on est 3-4. Donc c'est vrai que c'était important aussi pour nous de travailler de cette façon, et puis de se dire après derrière on n'a pas besoin d'avoir 5, 6, 10 personnes. Puis ça aurait pu être peut-être beaucoup plus long aussi si on avait fait une commercialisation standard. Je veux dire, ça peut prendre aussi beaucoup plus de temps, des mois, voire une année ou comme ça, pour vendre en fait tous les lots. Oui, et surtout en fait que parfois les acquéreurs PPE sur DDP, ils ne sont pas dans les bases de données des courtiers, parce qu'ils n'ont pas les moyens de base d'acquérir l'appartement en pleine propriété. Ils se disent pas je peux me permettre d'acheter ça. Du coup c'était ça en fait aussi notre réflexion de base, pourquoi on était très intéressés de travailler avec Coca, parce qu'ils ont je sais pas comment on dit en français, mais en reach, comment ils arrivent à atteindre ils ont une super communauté. Exactement, ils arrivent à atteindre énormément de monde et faire passer un message comme quoi et à partir de tel montant et à partir de tel revenu tu peux acheter un appartement, et ça permet en autre accès à des acquéreurs potentiels qui ne seraient pas possibles avec un courtage traditionnel, qui c'est quand même le privé qui doit aller sur la plateforme, regarder le bien, être déjà intéressé de base, et c'est ça qui change aussi avec ce modèle. Exact. Et je pense que c'est même très intéressant d'avoir Coca là-dedans, impliqué là-dedans pour la partie marketing, parce que Coca du coup s'occupe que de la partie marketing, pas du tout immobilier. C'est que justement ils sont pas dans l'immobilier, et donc ils disent ce que eux pensent, et vu que c'est des gens lambda qui font du marketing lambda, ils pensent comme des gens qui sont pas l'immobilier. Oui, ça peut peut-être aider. Oui. Surtout dans un cas spécifique comme celui-là où ils disent vous achetez l'appartement, pas le terrain, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Ils donnent des infos qui sont claires pour les gens qui ne connaissent pas au DDP. Oui. Et du coup, si on parle plus, peut-être ça sera intéressant pour Fundim, si on parle plus développement futur de l'immobilier, vous voyez beaucoup plus dans vos projets d'une orientation vers le DDP ou des nouvelles façons de construire comme ça? Alors, le DDP, c'est pas quelque chose de nouveau dans le sens que ça existe depuis un moment pour tout ce qui est utilité publique, genre tout ce qui est commune, État et tout ça. Après, ça a quand même fait beaucoup parler cette action Coca. Alors il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser, qui commencent à réfléchir mais pourquoi pas un droit de superficie. Ça crée des opportunités aussi, des deux côtés, d'un côté pour le propriétaire de terrain, d'autre côté pour les acquéreurs PPistes. Je pense que ça commence à devenir une alternative qui devient de plus en plus étudiée par les différents acteurs. C'est aussi quelque chose peut-être niveau durabilité qui fait du sens en ce moment, parce que si on prend un terrain qui est vendu en pleine propriété PPE classique, on se retrouve quand même avec énormément de propriétaires de ce terrain. Disons, dans 100 ans, notre société a totalement changé et on n'habite plus de la même manière, et ces appartements ne font plus de sens dans cette localisation, parce que ça permet quand même de racheter les appartements et refaire quelque chose qui est beaucoup plus adapté au développement de la société et tout ça. Ouais. Moi, je pense niveau durabilité, de garder le terrain foncé dans une main fait plus de sens. Ouais, 100% d'accord, ouais. C'est ça, vrai d'ailleurs aussi permet beaucoup de développement. À Londres, il y avait beaucoup de quartiers qui étaient qui appartenaient à un seul propriétaire. Ça a permis de créer des nouvelles choses, même en plein centre de Londres, qu'ici, ça serait presque inimaginable de trouver un nouveau développement à Lausanne, à Genève, parce que
voilà, c'est... Exactement, ouais. D'ailleurs, il y a tellement de problèmes de voisinage et de plus en plus, hein, mais ça pourrait régler beaucoup de problèmes, d'avoir un propriétaire qui gère beaucoup de surface de terrain. Ouais. Et puis, c'est vrai que sur une vision à plusieurs dizaines, voire centaines d'années, c'est beaucoup plus efficace, je pense. Ouais. Surtout qu'après, les générations héritent, et après on passe à 5-6 propriétaires du même appartement. 15 propriétaires du même appartement, et c'est là que les problèmes commencent vraiment. Donc avec Fundim, Reality, vous faites des projets dans plusieurs cantons, j'imagine? Oui, dans plusieurs cantons. Après, on est très spécialisé dans la Suisse romande, surtout. Surtout sur l'arc lémanique, c'est un peu notre domaine, parce qu'on connaît aussi bien les processus. C'est quand même un domaine très spécifique où on travaille, on doit être très à l'aise avec la politique. On doit vraiment être régional, on travaille très très local. Alors on aimerait bien, on est en train d'étudier plusieurs trucs hors Suisse romande, mais on doit faire avec des partenaires ou en co-investissement avec des gens qui sont sur le terrain là-bas pour que ça fasse du sens. Ok, le Valais, vous êtes jamais venu, hein? Comment? Le Valais, vous êtes jamais venu. Ça nous intéresse. Ah ouais? Ok, bon, c'est un petit peu Et puis là, on a aussi un nouveau projet normalement qui devrait voir le jour à Witznau, au bord du lac Garcanton. Ouais, ça, c'est une très jolie région aussi, donc on est en train de le développer. Et puis la Suisse alémanique, disons que tout ce qui est processus en Suisse alémanique est quand même beaucoup plus facilité, beaucoup plus rapide, parce que si on dépose à l'enquête quelque chose qui est sans dérogation, donc qui est réglementaire, conforme au règlement, si quelqu'un veut faire opposition, il doit le justifier beaucoup plus qu'en Suisse romande, et surtout en fait il doit avancer des frais. Donc c'est-à-dire que les oppositions, je dirais abusives, comme on en voit quand même beaucoup en Suisse romande, qui servent uniquement à ralentir le projet n'existent pas réellement en Suisse alémanique. Donc on peut presque diviser par 2 le temps d'obtention d'un permis en Suisse alémanique. C'est incroyable. Ça je savais pas du tout, parce que je connais pas du tout la Suisse allemande, mais c'est hyper intéressant. Le principe, je trouve tout à fait logique, parce que c'est vrai que ça on en voit de plus en plus, hein, des oppositions qui sont abusive que pour faire retarder le projet. Et d'ailleurs on en parlait, j'ai un confrère qui avait fait le brevet avec moi, qui était à Genève, et qui avait dit à Genève tu mets un truc à l'enquête, tu plantes pas un clou avant 5 ans. Et puis après on commence à discuter, mais donc c'est incroyable. On peut pas, en fait, dans un pays comme la Suisse où il y a besoin de logement, vraiment besoin de logement par rapport à l'évolution démographique, par rapport à la latte, on a discuté, on peut pas se permettre de prendre autant de temps pour développer des projets. Il y a un décalage, exactement, entre le besoin de la population et après effectivement comment... Nous on a fait une petite analyse des derniers projets qu'on a eu pendant les 10 dernières années chez Réal. Et puis on est très souvent quand même dans des zones qui sont très cotées. En général, justement, on est dans des centres-villes au bord du lac du lac Léman, donc c'est vrai qu'on est dans des zones qui sont en général plus problématiques en termes d'opposition, qui génèrent pas mal d'opposition. On est entre 2 et 3 ans pour obtenir un permis. En moyenne, sur les projets qu'on a fait pendant les 10 dernières années. Il faut s'imaginer, par exemple, Citylac en est un magnifique exemple. On a signé en 2018, on a obtenu un permis fin 2021, début 2022. C'est long, hein. Purée, c'est long. C'est le risque du promoteur, et puis c'est là où... c'est de plus en plus compliqué. Il faut prendre son mal en patience. C'est pour ça que je dis aussi souvent que ça va se professionnaliser comme métier, le métier de promoteur, parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. Parce que les contraintes juridiques sont tellement importantes maintenant, et c'est de plus en plus compliqué. Et puis... on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'au final, donc c'est la Suisse et les Suisses qui ont accepté la LAT, la révision de la LAT. Bref, c'était bien, c'était dans un sens c'est nécessaire, parce qu'il faut densifier, c'est vrai, il faut aménager le territoire correctement, mais l'égoïsme fait que on veut tous arrêter de construire ailleurs, mais on veut non plus pas construire chez nous, quoi. Donc en fait, on aimerait bien garder notre maison individuelle, mais pas laisser l'autre construire sa maison individuelle. C'est paradoxal. C'est hyper problématique. Là, pour la Suisse, pour un pays comme la Suisse, maintenant, c'est hyper problématique. Totalement. Et c'est vrai que si l'opposition est tellement simple en Suisse, franchement, en Suisse romande en tout cas, de ce que je connais, que les projets sont très très facilement retardés pendant longtemps, quoi. Ça aide non plus aussi pour les prix et tout ça qui devient plus cher vu qu'il n'y a pas d'offre. Exactement. C'est vrai qu'il y a la lenteur administrative, tout le monde est débordé aussi, et puis du coup il peut y avoir des oppositions si elles sont pas fondées et qu'elles sont levées rapidement. Je veux dire, on peut continuer, mais c'est vrai que souvent ça prend aussi beaucoup de temps. Enfin, ça dépend toujours des communes et tout, mais
Voilà. Ouais, pour le moment, c'est pas assez digitalisé, à mon sens. D'ailleurs, ma question suivante, c'était comment vous voyez l'évolution des prix pour la suite en Suisse. Est-ce qu'à votre avis, il y a un plafond des prix de l'immobilier en Suisse ou pas vraiment? Ou bien est-ce qu'on se dit Genève, Zurich, on parlait de Zurich avant, avec des prix qui sont complètement fous. Est-ce que qui s'approche de Verbier, quoi. Est-ce que c'est vrai. Est-ce que à votre avis c'est on prend des prix à Zurich et puis c'est notre plafond et puis tant que le reste n'a pas atteint ça, ça va monter? Ou comment ça se passe? Bon, il y a quand même eu une énorme augmentation ces dernières 20 ans, à voir si ça peut se poursuivre, vu qu'il y a quand même en ce moment un peu d'incertitude, mais les fondamentaux, ils sont encore les mêmes en fait. On a plus de personnes qui souhaitent acquérir, en plus on a les coûts de construction qui augmentent. Si on analyse vraiment les fondamentaux, on a moins de terrain disponible, on a moins de terrain, on a plus de monde. Exactement. Voilà. Donc moi je vois pas forcément de plafond. Exact. Après voilà, il faut que ça coïncide aussi avec ce que les gens peuvent ou non acheter. C'est peut-être là justement que des solutions comme du DDP peuvent être intéressantes. Ouais. Mais c'est difficile de répondre à cette question, est-ce qu'il y a un plafond ou pas, mais en tout cas pour le moment on voit que l'augmentation a diminué quand même l'année passée, puis je pense que cette année ça va être aussi un petit peu plus calme, mais de là avoir des baisses dans des marchés qui sont vraiment... Et l'économie se porte bien, il y a un taux de chômage qui est extrêmement faible. Il y a de l'argent, du coup... on se porte bien par rapport à nos voisins aussi. Totalement, justement. Inflation maîtrisée, tout ça. Après, on se dit, bon, là, il y a un peu d'incertitude, du coup, il doit peut-être avoir un petit choc pour que les gens ils se disent, le choc, il est passé, maintenant, on a de nouveau confiance. Je pense que c'est plus un peu... les gens, ils sont un peu dans un wait and see, parce qu'il n'y a rien qui s'est passé, tout le monde s'attendait à quelque chose qui se passe, du coup, c'est plus ça qui crée un peu l'incertitude. Ouais, ok. C'est vrai. Que il y a une légère contraction. Mais en faisant des projets très très bien placés, c'est des prix qui sont très chers, donc même plusieurs dizaines de milliers de francs par mètre carré, ça se vend toujours ça. Ouais. Enfin, oui. Alors voilà. Ouais. Donc, c'est quoi le plafond du coup? Ça se vend, si ça se vend en quelques semaines à 20 000 francs mètre carré, 25 000 francs, 30 000 francs, je veux dire, la limite elle est où quoi? Alors ça c'est effectivement certains emplacements très spécifiques, c'est pas non plus la majorité. Non, tout à fait. Mais en fait nous on a étudié beaucoup, on a étudié aussi des projets qui étaient pas dans des zones aussi cotées, qui sont peut-être on obtient des zones un petit peu moins genre connues. Valais, quoi. Alors il y a tu parlais de Verbier, mais c'est vrai que il y a aussi la Campagne, le Gros de Vaud qui se développe aussi maintenant comme ça, où il y a peut-être encore il y a peut-être plus de marge de négociation déjà sur le prix du terrain. Ensuite, peut-être qu'on peut plus facilement discuter avec certaines communes qui sont un peu plus ouvertes à la discussion. Mais par contre, c'est vrai qu'à la sortie, on se rend compte que quand on est dans des zones hyper cotées, en fait, la vente, elle se passe... c'est pas ça le problème. Elle se passe relativement sans problème. Je me permettrai pas de dire comme des petits pains parce que je déteste cette expression. Mais c'est vrai que même si le prix paraît des fois un petit peu... nous, on se dit aussi, mais attendez... mais en fait, c'est recherché, donc on arrivera, il y aura la demande en fait. Il y a tellement peu de projets qui sortent de terre dans ces situations-là que les gens n'ont pas vraiment cher. Ouais, c'est fou. Du coup, vous attendez à une baisse de demande, ou est-ce que vous sentez une baisse de demande dans le courtage, par exemple chez Real, sur quand même déjà 2023 par rapport à 2022, 2021, ou pas vraiment encore? Alors 2022, c'est vrai qu'on a vu une légère contraction sur certains projets qu'on a sortis. Je dis... Les gens, en fait, la demande est là, mais c'est vrai que les gens ont de la peine à passer à l'action. Parce qu'en fait, ils vont s'intéresser au projet parce qu'ils cherchent à acheter. Par contre, il y a eu aussi, forcément, il y a eu l'augmentation des taux, il y a eu la guerre en Ukraine, sortie de pandémie. Enfin, il y a toute cette espèce d'un petit peu d'anxiété dans le marché qui fait qu'en fait, les gens, c'est ce que disait avant Tatiana, c'est wait and see. Et ils préfèrent garder pour le moment leurs sous, limite, et puis dire on verra bien si à un moment donné il va y avoir une baisse ou si ça va un petit peu se stabiliser. Donc ils ont de la peine en fait à passer le cap d'aller signer, d'aller chez notaire et d'aller s'engager. Donc ils vont faire une réservation, ils vont essayer de garder le projet sous le coude, mais bon, nous ça nous arrange pas parce que ça va pas nous permettre de débuter, c'est pas une vente. Donc c'est vrai qu'il y a eu une légère, on a ressenti en tout cas pour les quelques projets qu'on a en cours, une petite contraction, et je crois que c'est le cas de pas mal de personnes dans le secteur quand même. Même si la demande est toujours là, mais... Ça prend plus de temps. Nous, si on le sent sur nos projets, ça prend un peu plus de temps. Les gens réfléchissent plus longtemps avant de prendre des décisions. C'est vrai qu'en fait, quand l'argent coûte rien,
on ne réfléchit pas deux fois. Exact. C'est pour ça que les résidences secondaires ont cartonné comme ça en Valais. C'est parce que tous les Vaudois, les Genevois ou la clientèle principale des résidences secondaires, ils se sont dit bon, voilà, j'ai quelques centaines de milliers de francs, il faut que j'achète un truc. Il y a même des gens qui se sont retrouvés dans des situations où ils payaient des intérêts négatifs. Et donc là, c'était même l'urgence de vite se débarrasser du cash. Donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'on ne réfléchit pas 10 ans. On achète un truc pour acheter un truc. Exact, et je pense que ça c'est aussi un peu ce qui s'est passé dans tout ce qui est investissement institutionnel. Avant il y avait une énorme pression pour acheter des biens, il y avait des gens qui étaient aussi sous-exposés dans l'immobilier, ils avaient en fait ils voulaient investir X millions par an dans l'immobilier, ils avaient des targets en gros, et ça c'est quelque chose qui a totalement changé. En fait il n'y a plus cette pression au niveau institutionnel d'absolument investir dans l'immobilier comme il avait ces dernières années. Ça je pense que ça va aussi changer ce type de ça laissera de peut-être bien. aussi une fenêtre pour des petits promoteurs, si je puis dire. Parce que c'est clair, quand on avait les institutionnels qui étaient là, puis qui nous mettaient aussi une monstre pression, puis qui faisaient monter les prix, parce qu'eux étaient prêts à investir à des rendements ridicule. Voilà, parce qu'il fallait pas ridicule, voilà. Après, je me permettrai pas, mais voilà, on a aussi été contents de pouvoir vendre certains de nos projets en bloc. Parce qu'on le fait aussi, chez Cléa. Ça peut arriver qu'on développe pour vendre en bloc, donc à des institutionnels. Voilà, il faut s'adapter à ce qui fonctionne. Mais l'année passée, il y a eu quand même un joli revirement. Certains principes ont été quand même revus. Ok. J'avais une dernière question pour Fondim, Realteam, etc. Comment est-ce que vous vous préparez, vous, en tant que institutionnel, fonds immobilier, à assainir énergétiquement les bâtiments? Parce que ça, c'est une grosse question maintenant. Politique et économique aussi. Exactement, non, c'est une très très bonne question, et c'est aussi une thématique qui nous occupe énormément. Tout ce qui est Realteam, c'est des projets neufs. Du coup, là, de toute façon, on est dans les normes, on fait le max pour être bien. Mais on aimerait aussi s'attaquer au parc existant et améliorer ceci, parce que c'est là où il y a la plus grande demande, et c'est là où vraiment on peut faire un impact pour la société, pour l'environnement. Et c'est là où on travaille avec le véhicule de FinPlus. Que j'ai évoqué tout au début, qu'on a lancé en joint venture avec la Vaudoise. C'est qu'on achète en droit de superficie des bâtiments. Du coup, là, on devient acquéreur juste de la partie bâtie pour permettre la mise en norme énergétique. Dans le sens que le privé, il n'a peut-être pas l'argent ou pas la même motivation de faire ça, parce que voilà, c'est quand même son argent. Aussi une problématique qu'on a, c'est pas forcément tout ce qu'on met dans la rénovation énergétique, même si ça bénéficie les locataires, c'est pas eux qui payent pour. Du coup, pour l'instant, il y a quand même cette problématique que c'est le propriétaire du bâtiment qui prend tout ça à sa charge. C'est un travail, je pense, qu'il faut, ou une problématique qu'il faut encore adresser aussi au niveau législatif, pour motiver plus ce type de mise en norme. Mais du coup, c'est un sujet qu'on travaille, on n'a encore pas trouvé la solution, comment... on a des idées, mais voilà, maintenant il faut les mettre en place et voir aussi comment la législature elle peut suivre pour faciliter ça. Ouais, c'est clair, ça prend du temps. On en a aussi beaucoup parlé dans le brevet de la LDTR à Genève qui limitait beaucoup la répercussion sur la L3PR, un peu pareil, qui limitait beaucoup la répercussion des investissements sur les loyers pour monter les loyers. Donc, et du coup, les gens n'investissent pas parce qu'ils n'ont aucun intérêt économique à le faire. Et, donc, c'est un peu compliqué, mais ce sera un gros sujet, je pense, des années à venir. C'est essentiel. C'est clair. Bon, merci beaucoup en tout cas pour l'épisode. Merci pour toutes ces informations qui sont très intéressantes pour la communauté sur le DDP, sur le développement, etc. Et puis on aura l'occasion peut-être d'en refaire un sur un prochain projet, peut-être Coca, ou à la fin, quand ce sera terminé. C'est une bonne idée. Réglé, construit, livré. On ira sur place. Exactement, volontiers. Merci beaucoup et puis bonne journée. Merci beaucoup.